À Noël, ma mère accouche à ma fille, pas ma petite fille. Dehors. En larmes, sous le choc. J'ai tout plaqué, je l'ai serré fort et j'ai envoyé un SMS, occupe-toi d'eux. Cette nuit-là, 38 appels manqués de maman, ne fais pas ça, je t'en supplie. Ma seule réponse, commencer à prier. Je m'appelle Élodie, et à 38 ans, je pensais avoir enfin trouvé un semblant d'équilibre. Mère célibataire, professeure de français dans un collège de Bron, en banlieue lyonnaise. Ma vie était un jonglage permanent entre les copies à corriger, les factures à payer et les angoisses d'une adolescente. Ce soir-là, la veille de Noël, la salle des professeurs était silencieuse et froide. Je finissais de corriger une pile de dissertation pour une collègue dont le mari venait d'avoir un grave accident. La solidarité, c'est ce qui nous reste quand tout le reste s'effondre. Dehors, les lumières de la ville scintillaient, promesse d'une fête que je n'avais pas le cœur à célébrer. C'est là que mon téléphone a vibré. Un appel de ma fille, Manon. 17 ans. Ma raison de vivre. J'ai décroché, un sourire fatigué aux lèvres. Mais le son qui m'est parvenu à l'oreille a glacé mon sang. Ce n'était pas sa voix joyeuse. C'étaient des sanglots. Des sanglots rauques, déchirants, le bruit d'un cœur qui se brise. Maman? Sa voix n'était qu'un murmure étranglé. En fond sonore, le bruit des essuie-glaces balayant frénétiquement un pare-brise sous la pluie. Manon, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Je rentre à la maison. Elle a octé. Je suis partie de chez mamie et papy. Mon estomac s'est noué. Je savais. Je savais que quelque chose de terrible était arrivé. Elle m'a dit. Manon a peiné à reprendre son souffle. Je suis arrivée avec la tarte aux pommes, les cadeaux. Elle m'a regardée, maman. Avec ce regard, froid. Et elle a dit, devant tout le monde. Tu n'es pas ma petite fille. Dehors. Dehors. Le mot a explosé dans ma tête. Ma mère. Ma propre mère, à ma fille. Une rage froide, pure, a déferlé en moi. Ce n'était pas de la colère chaude et impulsive. C'était un venin glacial qui se propageait dans mes veines. Rentre à la maison, mon cœur. Ne t'arrête nulle part. J'arrive tout de suite, ai-je dit, ma voix étonnamment calme, presque mécanique. C'était mon corps qui se mettait en mode survie. J'ai raccroché. J'ai balancé les copies dans mon sac sans même les ranger. J'ai traversé les couloirs vides du collège, le bruit de mes talons claquant sur le lino comme un compte à rebours. Dans la voiture, les lumières de Noël de Lyon me semblaient obscènes. Des guirlandes joyeuses qui se moquaient de ma douleur. Chaque feu rouge était une torture. Mon esprit tournait en boucle. J'avais mis ma fille dans cette situation. J'avais entretenu cette illusion d'une famille, cet espoir stupide qu'un jour, il la verrait pour ce qu'elle était, une jeune fille brillante, gentille, exceptionnelle. Et si c'était ma faute? Si j'avais insisté pour qu'elle n'y aille pas? Cette pensée, comme un poison, commençait à s'infiltrer en moi, se mêlant à la fureur. Quand je suis enfin arrivée, notre petit appartement semblait glacial. Manon était recroquevillée sur le canapé, toujours dans sa robe en laine rouge. Elle avait enlevé ses chaussures. À côté d'elle, sur la table basse, la magnifique tarte aux pommes qu'elle avait passé l'après-midi à préparer trônait, intacte. Une œuvre d'art parfaite et inutile. Un symbole de son cœur offert et rejeté. Elle tremblait, pas de froid, mais de choc. Je me suis agenouillée devant elle et je l'ai prise dans mes bras. Son petit corps frêle contre le mien. Elle s'est effondrée, et tout le chagrin qu'elle avait contenu au téléphone s'est déversé. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est cassé en moi. La dernière digue de patience, de pardon, de compromis, a cédé. J'ai senti une force nouvelle, dure comme de l'acier, se forger dans mes entrailles. C'en était fini. Fini de tendre l'autre joue. Fini d'espérer. Je l'ai bordée avec une couverture, puis je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai pris mon téléphone. Mes doigts ne tremblaient pas. J'ai ouvert mes contacts et j'ai trouvé le nom, Olivier. Mon plus vieil ami. Mon avocat. Je n'ai écrit qu'une seule phrase. 5 mots. Occupe-toi de tous.
J'ai appuyé sur « Envoyer ». Un sentiment de calme mortel m'a envahi. La guerre était déclarée. Cette nuit-là, pendant que ma fille dormait d'un sommeil agité, mon téléphone n'a pas cessé de vibrer. 38 appels manqués de ma mère. Des messages vocaux suppliants. Je n'ai répondu qu'une seule fois, par un SMS glacial. Mais pour comprendre pourquoi j'ai été capable d'une telle cruauté, pour comprendre l'histoire de cette dette de souffrance, il faut revenir 17 ans en arrière. Au jour où ma famille a décidé que je ne valais rien. Pour comprendre la haine, il faut remonter à sa source. La mienne a pris racine dans une jolie maison de banlieue à Lyon, avec un jardin bien entretenu et une façade respectable. De l'extérieur, nous étions la famille parfaite. À l'intérieur, j'étais une note discordante dans une symphonie bien orchestrée. J'ai grandi dans l'ombre de ma sœur aînée, Coralie. Elle était le soleil autour duquel mes parents, Renaud et Sylvie, gravitaient. Coralie était brillante, populaire, capitaine de l'équipe de volley. Moi, j'étais la rêveuse, la lectrice silencieuse, celle qui préférait la compagnie des livres à celle des gens. Je me souviens d'un jour, j'avais 10 ans. J'avais gagné le premier prix d'un concours de dessin organisé par la mairie. J'étais folle de joie. J'ai couru à la maison, mon diplôme cartonné à la main, pour le montrer à mon père. Il était assis dans son fauteuil, lisant le journal. Il a jeté un œil distrait par-dessus ses lunettes. « C'est bien », a-t-il marmonné, avant de replonger dans sa lecture et de demander à Coralie comment s'était passé son match. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était pire. C'était de l'indifférence. Ce jour-là, j'ai compris que mes victoires ne pèseraient jamais aussi lourd que celles de ma sœur. Mon crime originel, celui qui a scellé mon destin, je l'ai commis à 19 ans. J'étais en 2e année d'une licence de commerce qu'il m'avait poussé à faire, une voie qui m'ennuyait à mourir. J'ai rencontré un garçon. Charmant, drôle, le genre qui vous fait croire que le monde vous appartient. Notre histoire a été une tornade. Rapide, intense et destructrice. Quand l'hiver est arrivé, je me suis retrouvée seule dans les toilettes de la résidence universitaire, à fixer 2 lignes roses sur un test de grossesse. Il a disparu la semaine suivante. Pas un mot, pas un message. Volatilisé. Le trajet en voiture pour rentrer chez mes parents et leur annoncer la nouvelle a été le plus long de ma vie. Je me suis assise à la table de la cuisine, là où nous avions partagé tant de repas. Le silence qui a suivi mes paroles était assourdissant. Puis l'orage a éclaté. Mon père, Renaud, a frappé la table du poing. La salière a sursauté. Son visage était rouge de fureur. « Irresponsable !» a-t-il hurlé. « Tu jettes ta vie en l'air. Cette famille n'a pas de place pour l'échec. » L'échec. C'est ce que j'étais à ses yeux. Ma mère, Sylvie, pleurait en silence. Mais qu'est-ce que les voisins vont penser? Notre réputation. C'était sa seule préoccupation. L'image. Toujours l'image. Pendant cette scène, ma sœur Coralie était adossée au chambranle de la porte, les bras croisés, un sourire narquois sur les lèvres. Elle n'a pas dit un mot, mais son regard disait tout, je le savais. Je savais que tu finirais par tout gâcher. Le verdict est tombé, froid et sans appel. 3 options. L'avortement. L'abandon, pour un accouchement sous X. Ou la porte. Tu ne t'en sortiras jamais seul, a grogné mon père. C'est là, au milieu de leur jugement et de leur mépris, que j'ai senti une force inconnue monter en moi. C'était l'instinct de protection d'une mère. J'ai posé une main sur mon ventre encore plat. Je la garde, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. Je n'oublierai jamais le regard de mon père à ce moment-là. Un mélange de dégoût et de déception finale. Alors fais tes valises. À partir de maintenant, tu n'as plus de famille. Ma mère ne m'a même pas regardée. Elle s'est levée et a commencé à débarrasser la table, le dos tourné. C'est là que j'ai vu la scène qui a défini notre relation pour toujours. Alors que mon père quittait la pièce, elle s'est figée. Sa main, qui tenait une assiette, tremblait. Elle a fait un demi-pas vers moi, comme pour dire quelque chose. Sa bouche s'est entr'ouverte. J'ai cru déceler une lueur de pitié, de remords dans ses yeux. Mais mon père s'est retourné dans l'encadrement de la porte,
et son regard a croisé le sien. Instantanément, le visage de ma mère s'est refermé. Sa main a cessé de trembler. Elle a repris son activité, le dos raide. Elle avait fait son choix. La peur de son mari était plus forte que l'amour pour sa fille. J'ai fait mes 2 valises. Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a dit au revoir. La porte d'entrée s'est refermée derrière moi avec un claquement sec. J'étais seule, dans le froid glacial d'une nuit de décembre à Lyon, avec une vie qui grandissait en moi et un avenir en ruine. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, les larmes gelant sur mes joues. J'ai juré cette nuit-là que je ne laisserais jamais, jamais, ma fille se sentir aussi seule et sans valeur que je me sentais à ce moment précis. Mais la vie est une chose, et la survie en est une autre. Et je ne savais pas encore que le pire ennemi n'est pas toujours celui qui vous bannit, mais parfois celui qui prétend vous tendre la main. Les premières années ont été un brouillard de survie. J'ai trouvé un studio minuscule dans un quartier peu recommandable de vie urbaine, les murs si fins que j'entendais les disputes de mes voisins. Mon monde s'est rétréci aux dimensions de mon ventre qui s'arrondissait. J'ai abandonné mes études de commerce sans regret. J'ai enchaîné les petits boulots, vendeuse le jour, femme de ménage dans des bureaux la nuit. Chaque euro comptait. Je me suis inscrite à des cours du soir pour passer le concours de professeur des écoles, mon rêve d'enfant que j'avais mis de côté. C'était mon unique lueur d'espoir. La peur de manquer d'argent est devenue une seconde nature. Une angoisse sourde qui ne me quittait jamais. Je suis devenue obsédée par mon compte en banque, le vérifiant compulsivement plusieurs fois par jour, le cœur battant à chaque fois. J'ai commencé à stocker des boîtes de conserve, des pâtes, terrifiée à l'idée de ne pas pouvoir nourrir mon bébé. Cette peur, cette cicatrice de la précarité, ne m'a jamais vraiment quittée. Elle est tapie dans un coin de mon esprit, même aujourd'hui. Manon est née un matin de juillet, après un accouchement long et difficile. J'étais seule. Pas de ballon, pas de visite, pas de grands-parents émus. Juste moi, et ce petit être fragile dans mes bras. Son premier cri a été la plus belle musique que j'ai jamais entendue. Il a rempli le vide de la chambre d'hôpital et celui de mon cœur. C'est nous 2 contre le monde, mon trésor, lui ai-je murmuré. Quelques mois plus tard, alors que je luttais pour joindre les 2 bouts, j'ai trouvé une opportunité qui semblait tomber du ciel. Une famille aisée de la Croix-Rousse cherchait une tutrice pour leur fils, plusieurs soirs par semaine. Le salaire était bien plus élevé que tout ce que je pouvais espérer. C'était ma chance de sortir la tête de l'eau, d'offrir un peu plus de confort à Manon. Un après-midi, ma sœur Coralie est passée me voir. Une visite surprise, la première depuis des mois. Elle a regardé mon petit appartement avec un air de dégoût à peine masqué. « Tu t'en sors, on dirait, a-t-elle dit, son ton empreint d'une fausse pitié. » Je lui ai parlé de mon nouveau travail de tutrice, heureuse d'avoir enfin une bonne nouvelle à partager. J'ai été stupide. J'ai cru, l'espace d'un instant, qu'elle pourrait être heureuse pour moi. 2 semaines plus tard, la mère de famille m'a appelée. Sa voix était gênée. « Élodie, je suis désolée, mais nous allons devoir mettre fin à nos arrangements. » J'ai demandé pourquoi, le cœur serré. Elle a hésité. « Écoutez, nous avons appris certaines choses sur votre passé. Une situation familiale compliquée. Nous préférons quelqu'un avec un profil plus stable. » J'ai raccroché, le souffle coupé. Il n'y avait qu'une seule personne qui aurait pu leur dire ça. Pour être sûre, j'ai appelé Coralie. Je l'ai confrontée. Sa voix à l'autre bout du fil était l'innocence même. « Mais de quoi tu parles ? Je ne comprends pas. Tu sais, Élodie, parfois il faut arrêter de rejeter la faute sur les autres. S'ils t'ont renvoyé, c'est peut-être simplement que tu n'étais pas à la hauteur. » Sa dénégation était si parfaite, si lisse. Mais c'est la dernière phrase qui m'a anéanti. N'était pas à la hauteur. Elle ne s'était pas contentée de me saboter. Elle avait pris plaisir à me rabaisser ensuite. Cette nuit-là, assise par terre dans ma cuisine, le carrelage froid sous mes jambes, j'ai compris. Ce n'était pas seulement de l'indifférence ou de la jalousie. C'était une cruauté active, délibérée. Elle ne voulait pas seulement que je sois en dessous d'elle. Elle voulait que j'échoue. Que je reste dans la misère qu'elle estimait que je méritais. À ce moment-là, j'aurais dû couper les ponts.
Définitivement. J'aurais dû comprendre qu'il n'y avait rien à sauver. Mais je ne l'ai pas fait. Et cette décision, je l'ai payée cher pendant des années. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pardonné, ou auriez-vous tourné la page pour toujours? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, j'ai choisi la voie de l'espoir. Un espoir qui, des années plus tard, s'est révélé être mon plus grand poison. Les années ont passé. J'ai finalement obtenu mon concours. Je suis devenu professeur. Nous avons déménagé dans un appartement plus grand à Bron, un quartier modeste mais correct. Manon grandissait, devenant une jeune fille intelligente, curieuse et incroyablement gentille. Elle était mon soleil. Pour elle, j'ai continué à avancer. Mais un fantôme planait sur notre petite vie heureuse, l'absence de famille. Quand Manon a eu 12 ans, elle est rentrée de l'école un jour avec une question qui m'a transpercé le cœur. Maman, pourquoi je n'ai pas de grands-parents comme mes copines? Le grand-père de Léa l'emmène à la pêche. La grand-mère de Camille lui fait des gâteaux. Moi, je n'ai personne. Sa voix n'était pas accusatrice. Elle était juste triste. Une tristesse pure et enfantine. Et je me suis sentie coupable. Coupable de la priver de cette partie de son histoire, même si cette histoire était toxique. J'ai pensé que peut-être, avec le temps, les choses avaient changé. Que mes parents avaient vieilli, s'étaient adoucis. C'est moi qui ai fait le premier pas. J'ai appelé ma mère. La conversation a été brève, tendue, mais elle a accepté. C'est ainsi qu'ont commencé les dîners du dimanche. Une fois par mois, nous faisions le trajet jusqu'à leur pavillon. Chaque fois, en garant la voiture, je devais prendre une profonde inspiration, comme un plongeur avant de s'immerger en eau trouble. Manon, elle, était pleine d'espoir. Elle préparait un dessin, ou voulait leur raconter sa dernière bonne note. Au début, une sorte de normalité précaire s'est installée. Mon père posait quelques questions bourrues sur l'école. Ma mère servait à Manon une portion de gratin dauphinois en plus. Coralie et son mari, Bastien, étaient là aussi, distants mais polis. Je m'accrochais à ces miettes de normalité, me persuadant que je faisais ce qu'il fallait pour ma fille. Puis Titouan est né. Le fils de Coralie. Et tout a basculé. Du jour au lendemain, ce bébé est devenu le centre de leur univers. C'était plus que de l'amour de grands-parents. C'était une obsession. Mon père, qui avait à peine tenu Manon dans ses bras à sa naissance, passait des heures à faire des gazouillis à Titouan. Ma mère a transformé la chambre d'amis en une nurserie digne d'un catalogue de décoration. L'injustice la plus flagrante a été financière. Le jour du baptême de Titouan, mon père s'est levé, a porté un toast et a annoncé fièrement qu'il venait d'ouvrir un plan d'épargne pour son petit-fils, avec un versement initial de 5 000 €. Pour assurer l'avenir de la lignée, a-t-il dit en regardant Coralie avec fierté. J'ai senti le regard de tous les invités se poser sur moi, un mélange de pitié et de gêne. Manon, assise à côté de moi, s'est figée. Elle avait 13 ans. Elle a compris. Pour son anniversaire, 2 mois plus tard, elle a reçu de leur part un livre de poche acheté en solde. L'étiquette du prix, 2 €, était encore collée au dos. C'est à ce moment-là que Manon a commencé à changer. La jeune fille enjouée qui préparait des dessins est devenue une adolescente silencieuse qui redoutait ses dîners. Elle ne leur parlait plus de ses réussites. Quand elle a gagné un prestigieux concours de nouvelles au niveau régional, elle ne leur a même pas mentionné. Elle a simplement posé le trophée sur son étagère. Je la voyais s'éteindre un peu plus à chaque visite. Je voyais la lumière dans ses yeux vaciller. Elle se protégeait en érigeant des murs autour de son cœur. Et je la laissais faire. Je la regardais se noyer et je restais sur la rive, paralysée par ma propre lâcheté, par mon stupide besoin de croire qu'un jour, il changerait. Je me disais que c'était une phase, que je devais être patiente. J'avais tort. Ce n'était pas une phase. C'était une lente exécution. Et le coup de grâce allait être porté lors d'une nuit de Noël qui restera à jamais gravée dans ma mémoire comme la nuit où j'ai perdu ma famille pour de bon. Cette année-là, Manon avait insisté pour y aller. Malgré tout. À 17 ans, elle possédait une sorte de grâce et d'optimisme que la vie ne lui avait pas encore totalement arraché. Peut-être que cette année, ce sera différent, maman, m'avait-elle dit.
Elle avait passé l'après-midi à confectionner une magnifique tarte aux pommes, suivant à la lettre une vieille recette de ma mère. Elle avait emballé ses cadeaux avec un soin infini. Il y avait une chaleur, une attente fébrile en elle qui me brisait le cœur, car je savais, au fond de moi, qu'elle allait au-devant d'une immense déception. Mon absence, due à cette urgence au collège, était l'excuse parfaite dont ils avaient besoin. Manon m'a tout raconté plus tard, dans les moindres détails cruels. Elle est arrivée, les bras chargés, le sourire aux lèvres. Ma mère a à peine quitté la cuisine des yeux pour lui lancer un « bonjour » glacial. Mon père a pris les cadeaux et les a posés dans un coin, sans un mot, comme s'il s'agissait d'un colis encombrant. La table du dîner était dressée dans la salle à manger. Une belle nappe, des bougies. 6 couverts. Mon père et ma mère aux deux bouts. Coralie et Bastien d'un côté. Et au milieu, la chaise haute de Titouan. Ma place, et donc celle de Manon, n'existait tout simplement pas. Je m'assois, a demandé Manon, sa voix se perdant dans le bruit des conversations. Ma mère s'est retournée, l'air agacé. Oh, on ne pensait pas que tu resterais dîner. Prends une assiette et mets-toi dans le salon. Pas d'excuses. Pas de gêne. Juste un ordre. Alors Manon a mangé seule, assise sur le bord du pouf du salon. Elle entendait leur rire, le cliquetis de leurs couverts. Elle m'a dit plus tard que chaque bouchée avait le goût de la cendre. À un moment, le petit Titouan, âgé de 3 ans, a échappé à la surveillance de sa mère et a trottiné jusqu'au salon. « Tati, pourquoi tu manges toute seule ?» a-t-il demandé avec l'innocence brutale d'un enfant. Avant que Manon ne puisse répondre, Coralie est apparue dans l'encadrement de la porte. « Titouan, viens là mon chéri. Laisse ta cousine tranquille. » Le mot « tranquille » était chargé de sous-entendus. Comme si Manon était une source de problèmes, une nuisance. Le pire moment a été celui des cadeaux. Après le repas, ils se sont tous rassemblés autour du sapin. Personne ne l'a appelée. Personne ne l'a invitée à se joindre à eux. Elle est restée assise sur son pouf, regardant les papiers cadeaux se déchirer, entendant les cris de joie de Titouan. Ses propres cadeaux, ceux qu'elle avait choisis avec tant de soin, gisaient oubliés dans leur coin. C'était trop. Elle ne pouvait plus supporter. Elle s'est levée, a mis son manteau. « Tu pars déjà ?» a demandé mon père, distraitement, en examinant un nouveau jouet de Titouan. « Oui, maman travaille tard, je ne veux pas qu'elle rentre dans une maison vide » a-t-elle murmuré, la gorge nouée. « D'accord. Eh bien, conduis prudemment alors » a lancé ma mère depuis le canapé, sans même se retourner. Pas un baiser. Pas un câlin. Pas même un « Joyeux Noël ». Juste la porte qui se referme derrière elle, la laissant seule dans le froid et l'obscurité. Quand Manon m'a raconté ce dernier détail au téléphone, ce n'est pas la cruauté de leurs actes qui m'a le plus frappé. C'est l'absence totale d'émotion. L'indifférence calculée. Ils ne l'avaient pas simplement oublié. Ils l'avaient délibérément effacé. En écoutant ma fille pleurer, j'ai compris que ce n'était pas seulement son cœur qu'ils avaient brisé ce soir-là. C'était le mien. Et j'ai su, avec une certitude absolue, que je ne leur pardonnerais jamais. Mon plan n'allait pas être une simple vengeance. Ce serait une amputation. Douloureuse, mais nécessaire pour survivre. La nuit a été longue. Je n'ai pas dormi. Je suis restée assise sur le canapé, à regarder Manon dormir, sa respiration encore secouée par des soubresauts. Chaque souffle était un rappel de sa douleur, et de ma responsabilité. Le lendemain matin, l'appartement était baigné d'une lumière grise et hivernale. Le jour de Noël. Un jour qui était censé être joyeux, mais qui pour nous, marquait la fin d'une ère. Manon s'est réveillée, les yeux gonflés. Elle m'a regardée, et sa première question n'était pas sur les cadeaux ou le petit déjeuner. C'était « On fait quoi maintenant, maman ?» J'avais passé la nuit à réfléchir. La colère brute de la veille s'était transformée en une détermination froide et calculée. J'ai pris mon ordinateur portable. Il y a quelques mois, une ancienne collègue, qui avait déménagé à Montpellier pour suivre son mari, m'avait parlé d'un poste de directrice adjointe qui allait s'ouvrir dans son nouveau lycée. Elle m'avait dit à quel point la vie était plus douce dans le Sud, à quel point le système éducatif y était dynamique. Sur le moment, j'avais poliment décliné l'idée. Quitter Lyon,
mes repères, l'école où j'enseignais depuis 10 ans? C'était impensable. Mais cette nuit, l'impensable était devenu ma seule option. J'ai retrouvé son email, et le lien vers l'offre d'emploi. Elle était toujours d'actualité. J'ai tourné l'ordinateur vers Manon. Et si on partait? Elle a froncé les sourcils. Partir où? Loin. Très loin. À Montpellier. Un nouveau départ. Une nouvelle vie, juste pour nous deux. Loin de tout ça. J'ai vu une succession d'émotions traverser son visage. La surprise, la peur, puis, quelque chose d'autre. Une lueur de soulagement. Mais avant le soulagement, il y a eu la douleur. Et pour la première fois, cette douleur s'est tournée vers moi. Pourquoi, a-t-elle demandé, sa voix tremblant de colère contenue. Pourquoi tu as attendu si longtemps, maman? Pourquoi tu m'as fait endurer tout ça? Tu disais toujours que c'était pour moi, pour que j'aie une famille. Mais ce n'était pas une famille. C'était une torture, et tu le savais. Ces mots m'ont frappé avec la force d'un coup de poing. Parce qu'elle avait raison. Terriblement raison. Dans ma peur d'être seule, dans mon désir stupide de lui offrir une image de normalité, je l'avais sacrifiée. Les larmes me sont montées aux yeux. Tu as raison, ai-je suffoqué. J'ai eu tort. J'ai été lâche. J'avais tellement peur de tout recommencer, tellement peur qu'il te fasse encore plus de mal si on les défiait. Maman a eu peur, mon cœur. Et je suis tellement désolée. Ce moment de vulnérabilité, cette confession, a tout changé. Manon a fondu en larmes, et nous nous sommes serrés l'une contre l'autre. Ce n'étaient plus des larmes de chagrin, mais des larmes de libération. Nous étions enfin sur la même longueur d'onde. Unis. Faisons-le, maman, a-t-elle dit après un long moment, en essuyant ses joues. Partons. Je suis fatiguée de faire semblant. Alors, nous avons commencé à rédiger. Ce n'était pas un email. C'était notre déclaration d'indépendance. Nous l'avons écrit ensemble, assises côte à côte, choisissant chaque mot avec soin. Nous avons commencé par les faits, bruts, de la veille de Noël. Puis nous sommes remontés dans le temps. L'anniversaire oublié. Les 5 000 € pour Titouan contre le livre à 2 €. La remarque de mon père sur l'échec. Le sabotage de Coralie. Nous avons tout mis sur la table, 17 ans de blessures, de mépris, de petites et grandes cruautés. Manon a écrit le dernier paragraphe elle-même. Ces mots étaient d'une maturité et d'une dignité qui m'ont tiré des larmes de fierté. J'ai passé des années à essayer de mériter votre amour, à croire que si j'étais assez intelligente, assez gentille, assez discrète, vous finiriez par me voir. J'ai compris hier que le problème ne venait pas de moi, mais de vous. Je ne suis pas une erreur ou un fardeau. Je suis la fille de ma mère, et j'en suis fière. Nous avons terminé en annonçant notre départ pour la fin du mois de janvier, et en précisant que nous ne souhaitions plus aucun contact. Nous avons signé, Élodie et Manon. Unis. Appuyer sur « Envoyer » a été comme couper une corde qui nous retenait prisonnières. Juste après, j'ai appelé Olivier. C'est fait. Lance la procédure pour la succession. Je veux que le nom de ma mère soit retiré de tout. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein de promesses. Mais nous ne savions pas que nous n'avions pas seulement largué les amarres. Nous avions réveillé le monstre. Et il allait se déchaîner. Le silence a duré 3 jours. 3 jours d'un calme étrange, tendu, comme le silence qui précède un violent orage. Puis, le déluge a commencé. D'abord, le téléphone de ma mère. Des appels incessants, que je laissais aller sur la messagerie. Sa voix, sur les enregistrements, passait de la supplication pleurnicharde à l'indignation outrée. Comment peux-tu nous faire ça? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi? La phrase résonnait ironiquement dans ma tête. Ensuite, un email de mon père. Court, sec, menaçant. Tu vas regretter cette ingratitude. Il y aura des conséquences. Et enfin, le chef-d'œuvre de manipulation est venu de Coralie. Un long email, rempli de venin enrobé de sucre. Elle m'accusait d'être instable, de monter Manon contre sa propre famille.
La phrase qui m'a le plus marqué était « Tu n'as jamais supporté que j'ai une vie normale, une famille complète. Ta jalousie te ronge, et tu es en train de détruire l'avenir de ta propre fille pour te venger de tes propres échecs. » J'ai lu son email à voix haute à Manon. Quand j'ai eu fini, elle a simplement haussé les épaules. Elle parle d'elle, en fait. Sa lucidité m'a ébloui. Puis, un samedi matin, alors que nous commencions à trier nos affaires dans des cartons, la sonnette a retenti. Un coup sec, autoritaire. Manon a regardé par le Judas. Son visage a blêmi. Ils sont là. Tous les trois. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai posé une main sur l'épaule de ma fille. Reste derrière moi. Nous sommes ensemble. J'ai ouvert la porte, mais je me suis plantée sur le seuil, barrant le passage. Le vent froid de janvier s'est engouffré dans l'entrée. Ils étaient là, sur mon paillasson. Mon père, le visage congestionné par la colère, agitant une version imprimée de notre email. Ma mère, en retrait, se tordant les mains, le visage ravagé par les larmes. Et Coralie, les bras croisés, le regard dur et méprisant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, a aboyé mon père. C'est exactement ce que vous avez lu, ai-je répondu, ma voix plus calme que je ne l'aurais cru. C'était une erreur, une maladresse, a sangloté ma mère. On ne voulait pas. Une maladresse qui dure depuis 17 ans, a rétorqué Manon, qui avait avancé à côté de moi. Sa voix était claire, sans tremblement. Je n'avais jamais été aussi fière d'elle. Coralie a ricané. Oh, voilà que la petite s'en mêle. C'est ridicule. Tu montes un drame pour rien. Tu as toujours été trop sensible. Et toi, a-t-elle dit en me pointant du doigt, tu la traînes à l'autre bout de la France en plein milieu de son année de terminale. Tu penses à son bac? Ou seulement à ta petite vengeance personnelle? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et pour la première fois, je n'ai plus vu ma grande sœur. J'ai vu une étrangère. Une personne amère et malheureuse. Je ne suis pas en colère, Coralie. Je suis réveillée. Tu as raison, j'étais jalouse de toi quand on était petite. Pas de ta vie, mais de l'amour de nos parents. Un amour que tu as eu sans effort, et que je n'ai jamais eu, peu importe ce que je faisais. Mais aujourd'hui, je ne ressens plus rien. Juste du vide. Mes mots ont semblé la déstabiliser. Elle ne s'attendait pas à ça. Mon père a repris, sa voix tonnant sur le palier. Nous aimons cet enfant. Votre amour est conditionnel. Il ne vaut rien. Tu vas nous faire honte devant tout le quartier. La santé de ton père ne supportera pas ce stress, a pleuré ma mère. C'était le bouquet final. L'ultime tentative de manipulation. La culpabilité. Mais ça ne marchait plus. Ma santé à moi, et celle de ma fille, sont plus importantes, ai-je dit doucement. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Ils sont restés un instant, incrédules. Ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. J'ai commencé à refermer la porte, lentement. Leurs visages se sont déformés par la surprise et la fureur. Élodie. Nous sommes ta famille, a crié ma mère, une dernière fois. Non, ai-je répondu, juste avant que la porte ne se ferme. Vous ne l'êtes plus. Le clic de la serrure a résonné dans l'appartement silencieux. Derrière la porte, j'ai entendu leurs pas confus, puis le bruit d'une voiture qui démarre en trombe. Je me suis appuyé contre la porte, et mon corps s'est mis à trembler de façon incontrôlable. Toute la tension des derniers jours, des dernières années, se relâchait. Manon a posé sa main sur mon bras. On l'a fait, maman. Oui, mon cœur. On l'a fait. Nous pensions avoir gagné. Nous pensions que la distance allait nous protéger. Nous étions naïves. La haine, comme l'amour, ne connaît pas de frontières. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Montpellier nous a accueillis avec un ciel bleu éclatant, même en plein hiver. C'était un contraste saisissant avec la grisaille de Lyon que nous avions laissée derrière nous. Notre nouvel appartement était lumineux, avec un petit balcon qui donnait sur un jardin. L'air semblait plus léger, plus facile à respirer.
Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un sentiment d'espoir pur, sans la moindre ombre au tableau. L'intégration a été plus facile que prévu. Manon, malgré le changement en pleine année de terminale, s'est fait de nouveaux amis étonnamment vite. Son histoire, qu'elle racontait avec une simplicité désarmante, a suscité l'empathie plutôt que le jugement. J'ai pris mes fonctions de directrice adjointe. Le travail était exigeant, mais passionnant. Mon supérieur, le proviseur Monsieur Durand, était un homme d'une 50aine d'années, à la fois bienveillant et incroyablement professionnel. Pourtant, malgré ce nouveau départ prometteur, les fantômes de Lyon ne nous avaient pas totalement quittés. J'étais devenue méfiante. Quand un collègue était trop aimable, une petite voix dans ma tête me demandait quel était son véritable mobile. Quand une voisine nous invitait à dîner, je me demandais si ce n'était pas par simple curiosité malsaine. La trahison de Coralie avait laissé des traces profondes. J'avais du mal à faire confiance. Environ un mois après notre arrivée, Monsieur Durand m'a convoqué dans son bureau. Son visage était grave. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai immédiatement pensé au pire. « Asseyez-vous, Élodie », a-t-il dit. Il a tourné son écran d'ordinateur vers moi. C'était un email. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur. Le titre était « Mise en garde concernant votre nouvelle adjointe ». Mon sang s'est glacé. J'ai lu le texte. C'était un tissu de mensonges et de demi-vérités, rédigé dans un style faussement concerné. L'auteur anonyme se présentait comme une ancienne connaissance de Lyon. Il y était question de mon instabilité émotionnelle, de mon passé familial trouble, de ma tendance à fuir les problèmes. L'email insinuait que j'avais quitté mon ancien poste dans des circonstances douteuses et que j'étais une personne peu fiable pour occuper un poste à responsabilité. Chaque mot était choisi pour instiller le doute, pour empoisonner l'esprit. Il n'y avait pas besoin d'être un génie pour deviner qui était derrière tout ça. Coralie. Ou peut-être même ma mère. J'ai relevé la tête, m'attendant à voir de la suspicion dans les yeux de Monsieur Durand. Au lieu de ça, j'y ai vu de la compassion. Je voulais vous le montrer, a-t-il dit calmement, non pas parce que j'y crois une seule seconde, mais parce que je veux que vous sachiez le genre de lâcheté à laquelle vous avez affaire. Et je veux que vous sachiez que ça ne change absolument rien à ma confiance en vous. Il a attendu ma réaction. J'étais tellement choquée par sa gentillesse que je n'ai pas pu parler tout de suite. Alors, j'ai tout raconté. Pas les détails sordides, mais la trame générale. L'isolement, la lutte, la décision de partir pour protéger ma fille. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête. J'ai vu votre dossier, Élodie. J'ai appelé votre ancien proviseur à Lyon. Il ne m'a dit que du bien de vous. Ce qui est écrit ici, a-t-il dit en tapotant l'écran, c'est juste du venin. Et le venin, ça ne fait de mal qu'à ceux qui le gardent en eux. Puis, il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a cliqué sur « Supprimer ». Voilà. Fin de l'histoire. Bienvenue dans l'équipe, Élodie. Vraiment. Je suis sortie de son bureau les jambes tremblantes, mais pas de peur. D'émotion. C'était la première fois depuis des années qu'un étranger me faisait confiance, sans poser de questions, sans me juger. C'était un cadeau inestimable. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais peut-être perdu une famille de sang, mais que j'avais la possibilité d'en construire une autre. Une famille choisie. La gentillesse de cet homme a été la première pierre de notre nouvelle forteresse. Et elle m'a donné la force de commencer à croire qu'un avenir heureux n'était pas seulement possible, mais qu'il était à portée de main. L'acte de gentillesse de Monsieur Durand a été un tournant. Il a fissuré la carapace de méfiance que j'avais mis tant d'années à construire. Lentement, prudemment, j'ai commencé à m'ouvrir. Et Montpellier nous l'a bien rendu. Nous n'étions plus la mère célibataire et sa fille. Nous étions Élodie et Manon. Notre nouvelle famille s'est construite petit à petit, de manière organique. Il y a eu d'abord nos voisins, un couple de retraités adorables, Jean et Monique. Ils avaient des petits-enfants qui vivaient à l'autre bout de la France et ils ont en quelque sorte adopté Manon. Monique lui a appris à faire une vraie paella. Jean, un ancien ébéniste, l'a aidé à réparer une vieille étagère. Ils ne posaient jamais de questions indiscrètes. Ils étaient simplement là. Leur présence chaleureuse et bienveillante était un baume sur nos blessures.
Puis il y a eu mes collègues. Au début, j'étais distante, professionnelle. Mais un soir, après une réunion tardive, une professeure d'histoire, Isabelle, m'a invitée à boire un verre. J'ai failli refuser, par réflexe. Et puis je me suis souvenu des paroles de Monsieur Durand. J'ai accepté. Ce soir-là, nous avons parlé pendant des heures. Je lui ai raconté mon histoire. Elle m'a raconté la sienne, un divorce difficile, des enfants qui lui en voulaient. Nous avons trouvé un terrain d'entente dans nos douleurs passées. Isabelle est devenue mon amie, ma confidente, la sœur que je n'avais jamais vraiment eue. Manon, de son côté, s'épanouissait. Libérée du poids du jugement familial, elle est devenue une jeune femme incroyablement sûre d'elle. Elle a rejoint le journal du lycée, a organisé un club de lecture. Elle a trouvé un groupe d'amis soudés, des jeunes qui l'appréciaient pour son esprit vif et son humour. La voir rire aux éclats avec ses amis, sans aucune retenue, était mon plus grand bonheur. La lumière que j'avais vue vaciller dans ses yeux à Lyon brillait maintenant de mille feux. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Il y avait des jours plus sombres. Des jours où une chanson à la radio, une odeur de cuisine, nous ramenait à Lyon. Il y avait des nuits où Manon se réveillait en larmes après un cauchemar. Il y avait des moments où je me sentais submergée par un sentiment de solitude, la solitude de celle qui a dû tout reconstruire à partir de zéro. Dans ces moments-là, nous parlions. Nous acceptions notre tristesse, sans la laisser nous consumer. Nous avions appris que la guérison n'est pas une ligne droite. C'est un chemin sinueux, avec des hauts et des bas. Un jour, en faisant les courses, j'ai vu un service à vaisselle magnifique. Cher, bien au-dessus de mon budget habituel. L'ancienne Élodie, celle qui comptait chaque centime, serait passée son chemin sans même y penser. Mais ce jour-là, je me suis arrêtée. Je l'ai acheté. Ce n'était pas juste de la vaisselle. C'était un symbole. Le symbole que je n'étais plus en mode survie. J'avais le droit de m'offrir de belles choses. J'avais le droit de profiter de la vie. Ce soir-là, nous avons dressé la table avec nos nouvelles assiettes. Nous avons mangé des pâtes au pesto, un plat simple. Mais en regardant Manon rire, en sentant la chaleur de notre petit appartement, j'ai su que j'étais plus riche que je ne l'avais jamais été. Nous avions trouvé notre rythme, notre paix. Les appels de Lyon avaient cessé depuis longtemps. Le silence était devenu notre normalité. Nous pensions que ce chapitre de notre vie était définitivement clos. Jusqu'à ce qu'un appel d'un numéro inconnu, 3 ans après notre départ, fasse ressurgir le passé. Mais cette fois, il ne revenait pas comme un monstre menaçant. Il revenait comme un écho lointain, triste et pathétique. 3 ans. 3 années de paix. 3 années pendant lesquelles nous avions bâti notre forteresse, non pas avec des murs, mais avec des liens d'amitié et d'amour. Manon était maintenant en 2e année de licence de lettres à l'université Paul Valéry de Montpellier. Elle avait obtenu une bourse au mérite. Elle était passionnée, brillante. Elle publiait des nouvelles dans la revue littéraire de l'université. J'avais été promue proviseur du lycée l'année précédente. J'aimais mon travail, je me sentais respectée, utile. L'appel est arrivé un mardi soir. Le numéro était masqué. J'ai hésité, puis j'ai décroché. La voix à l'autre bout du fil était celle d'une cousine éloignée de ma mère, une femme que je n'avais pas vue depuis près de 20 ans. Elle m'appelait pour m'annoncer le décès de son mari. Au fil de la conversation, gênée, elle a commencé à me donner des nouvelles de la famille. Elle ne le faisait pas par méchanceté. Juste par maladresse, pensant sans doute que cela m'intéresserait. J'ai écouté, sans rien dire. Mon père, Renaud, avait eu une grave alerte cardiaque l'hiver précédent. Les médecins avaient parlé de stress, d'hypertension. Il avait dû ralentir considérablement son rythme de vie. L'homme autoritaire et tout-puissant de mon enfance était devenu un vieillard fragile et angoissé. Coralie et Bastien avaient divorcé. La cousine m'a raconté que Bastien n'en pouvait plus de l'amertume et de la négativité constante de ma sœur. Apparemment, après notre départ, toute sa colère et sa frustration s'étaient reportées sur son mari. Elle se retrouvait seule, avec des difficultés financières, jonglant entre des missions d'intérim. Son fils, Titouan, avait des problèmes de comportement à l'école. Ma mère, Sylvie,
vivait seule dans la grande maison devenue trop silencieuse. Elle s'était coupée de la plupart de ses amis, trop honteuse pour affronter leurs questions sur la disparition de sa fille et de sa petite-fille. En raccrochant, je m'attendais à ressentir quelque chose. De la satisfaction. Un sentiment de « bien fait pour eux ». Mais il n'y avait rien de tout ça. À ma grande surprise, la seule chose que je ressentais était une profonde, une immense tristesse. Une tristesse pour ces vies gâchées par l'orgueil, la peur et l'incapacité d'aimer. Je n'étais pas heureuse de leur malheur. J'étais juste soulagée de ne plus en faire partie. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais vraiment guérie. Leur sort ne me définissait plus. Ce soir-là, j'en ai parlé à Manon. Elle a écouté attentivement. C'est triste pour eux, a-t-elle simplement dit. Puis elle a ajouté, tu veux de la tarte aux pommes? J'en ai fait une cet après-midi. Et c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes assises sur notre petit balcon, sous le ciel étoilé de Montpellier. Nous avons mangé de la tarte aux pommes. La même que celle qu'elle avait apportée 3 ans plus tôt. Mais cette fois, chaque bouchée était douce. Chaque bouchée avait le goût de la liberté, de la paix et de l'amour que nous avions construit nous-mêmes. La famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de respect, de soutien, de sécurité. C'est savoir qui sera là pour vous tenir la main quand le monde s'écroule. J'ai appris que poser des limites n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de survie. C'est protéger sa propre lumière des gens qui veulent l'éteindre. La vengeance la plus douce n'est pas de voir les autres échouer. C'est de réussir sa propre vie, de trouver le bonheur, de construire un monde si lumineux que leur obscurité ne peut plus vous atteindre. Parfois, la décision la plus courageuse que l'on puisse prendre est de tourner la page et de s'éloigner. Avez-vous déjà dû prendre une décision aussi difficile pour protéger votre paix intérieure? Avez-vous déjà dû redéfinir ce que le mot « famille » signifie pour vous? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Aimez la vidéo si ce message a résonné en vous, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires. Merci de m'avoir écouté.